Par une nuit froide, une fille nommée Suzu est traînée dans un hangar par son père parce qu'il ne supporte pas de la regarder. Il souhaite que Suzu ne soit jamais née et prévoit de la laisser ici toute la nuit, mais quelques minutes plus tard, son frère Junta arrive et tente de la libérer. Cependant, il est choqué de découvrir qu'elle n'est pas là. Il court frénétiquement dans le village à la recherche de Suzu et finit par la trouver alors qu'elle traverse un pont pour quitter le village. Il se précipite vers elle et s'excuse de ne pas avoir pu la protéger des abus de leur père, car il aura des ennuis s'il essaie de la défendre. Suzu est née avec un œil de démon, et comme nous sommes dans le Japon féodal, elle a été étiquetée comme une enfant maudite et traitée comme une vermine sans valeur. Elle sait qu'elle ne pourra jamais vivre une vie normale avec un tel œil, alors elle dit à Junta de rentrer chez lui sans elle. Junta reste immobile un moment, réfléchissant à sa prochaine action, et finit par décider qu'il aime sa sœur plus que le reste de la famille. Il lui prend la main et lui demande de fuir avec lui. Ensemble, ils quittent leur ancien foyer, mais comme il pleut toujours, il commence à faire très froid dehors. Ils n'ont nulle part où se mettre à l'abri, alors Junta emmène Suzu dans les vestiges d'un vieux bâtiment, et les deux se blottissent l'un contre l'autre pour conserver leur chaleur corporelle. Suzu s'est déjà endormi, et Junta est sur le point de s'évanouir aussi, mais avant de perdre connaissance, il remarque un homme qui s'approche d'eux et qui dit quelque chose à propos de les recueillir. Lorsque Junta se réveille, il se retrouve porté par l'homme, avec Suzu marchant à ses côtés. L'homme est soulagé de voir que Junta est enfin réveillé, alors il le dépose, et il continue à marcher jusqu'à arriver au village de l'homme. Le village est principalement habité par des forgerons spécialisés dans la fabrication de katanas, donc tout le monde est actuellement au travail. L'homme conduit Junta et Suzu jusqu'à sa maison, et dès qu'il ouvre la porte, sa fille sort pour l'accueillir. Elle est heureuse de le voir, mais elle est aussi curieuse à propos des deux enfants qui se tiennent derrière lui. L'homme lui explique que Junta et Suzu vivront avec eux désormais. Il demande à sa fille si cela lui convient, et elle semble ravie à l'idée, car cela signifie qu'elle aura des amis avec qui jouer. Elle s'approche de Junta pour se présenter comme Shireyuki et espère qu'ils pourront tous s'entendre à partir de maintenant. Cette nuit-là, Junta a du mal à s'endormir, alors Motoharu lui demande si quelque chose ne va pas. Motoharu est en train de nettoyer son épée, alors Junta lui demande s'il est un samouraï, mais Motoharu répond qu'il est en fait un sentinelle, donc son travail est de protéger les personnes et les lieux importants. Plus tard, Junta et Suzu rejoignent Shireyuki et Kitose près de la rivière. Sur le chemin du retour, Junta pose des questions sur la mère de Shireyuki, Yokaze, qui l'a aidé, lui et Suzu, à rester dans le village. Shireyuki explique que Yokaze est une Itsuki-hime, une servante du dieu du feu, et qu'elle ne peut être vue que par le chef du village et son mari, Motoharu, son sentinelle. Le lendemain, Junta s'entraîne avec Motoharu, mais en tant que novice en combat à l'épée, il est facilement mis à terre sans que Motoharu ne transpire. Il dit à Junta qu'il a encore un long chemin à parcourir, mais s'il continue à s'entraîner, il deviendra sûrement un maître un jour. Les années passent, et Junta est devenu le nouveau sentinelle de la prêtresse du sanctuaire, alors il assiste à une réunion entre tous les responsables du village et la prêtresse. Elle est cachée derrière un rideau pour que personne ne puisse la voir directement, et alors que la réunion commence, elle félicite Junta pour ses excellentes capacités à tuer les démons. Il lui répond qu'il ne fait que son travail en protégeant ce village, et que le dernier démon qu'il a rencontré a essayé d'utiliser une forme humaine pour s'infiltrer dans le village. Un des responsables commence à s'inquiéter une fois que Junta dit cela, et les autres lui demandent s'il a une idée de pourquoi un démon voudrait s'infiltrer dans le village. Un responsable suggère que le démon pourrait en vouloir à la prêtresse, car la légende dit que si un démon mange le foie d'une prêtresse, il deviendra immortel. Mais il pourrait aussi en vouloir à l'épée sacrée Yare, qui a été transmise par les prêtresses depuis des générations et qui est très importante, donc il serait logique que les démons la convoitent. Un des responsables mentionne que l'épée Yare a été créée par l'un des meilleurs forgerons connus de l'homme, et qu'on dit qu'elle possède des pouvoirs mystiques. Si les démons sont vraiment après la lame Yare, cela pourrait signifier des ennuis pour tout le village. Alors le chef dit à tout le monde de rester vigilant, mais Kiyomasa dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter car lui et Junta sont chargés de garder la prêtresse. Mais il pense personnellement que Junta n'est pas qualifié pour ce travail. Junta et Kiyomasa sont sur le point de se disputer, mais le chef et la prêtresse leur demandent de se calmer. La réunion est maintenant terminée, donc tout le monde quitte le sanctuaire sauf Junta, car c'est son travail de garder la prêtresse. Maintenant qu'ils sont seuls, la prêtresse sort de sa chambre, et il s'avère que c'est Shireyuki. Junta lui demande ce qu'elle fait, car une prêtresse ne devrait pas se montrer aussi négligemment, mais elle et Junta sont de très bons amis depuis longtemps, donc elle ne voit pas la nécessité des formalités. Elle lui dit que Suzu est là aussi, mais le sanctuaire est interdit aux gens ordinaires, donc elle ne devrait vraiment pas être ici. Suzu n'a pas l'air d'avoir grandi du tout ces dernières années, et quand Junta et Shireyuki la réveillent, elle est ravie de revoir son grand frère. Junta a été tellement occupée à tuer des démons qu'elle a rarement l'occasion de le voir,
mais bien qu'il soit heureux de la revoir aussi, il la réprimande pour être venu ici puisque le sanctuaire est interdit. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas rendre visite à Shirayuki alors que Junta peut la voir quand il veut, mais les règles sont les règles, donc Junta lui dit de rentrer chez eux. Après le départ de Suzu, le chef revient bientôt au sanctuaire, et il a quelque chose d'important à discuter avec Shirayuki, alors il demande à Junta de leur laisser un peu d'intimité. Junta refuse d'abord car c'est son devoir en tant que sentinelle de Shirayuki d'être à ses côtés à tout moment, mais Shirayuki lui dit qu'il peut prendre un jour de congé, donc Junta finit par céder et rentre chez lui pour la journée. Pendant ce temps, à l'extérieur du village, 2 démons ont jeté leur dévolu sur Suzu à cause de son œil de démon. Ce soir-là, Shirayuki s'échappe du sanctuaire et rejoint Junta car elle a quelque chose d'important à lui dire. Quand le chef est venu lui parler plus tôt, il lui a dit qu'elle devrait se concentrer à produire un héritier pour la remplacer au cas où elle serait tuée par les démons. Cela semble morbide, mais le chef a raison, donc Shirayuki doit se marier bientôt. Et il a été décidé qu'elle épousera Kiyomasa, surtout parce qu'il est le fils du chef et deviendra éventuellement le nouveau chef du village. Junta ne sait pas comment il devrait se sentir à propos de cette nouvelle, et Shirayuki n'est pas contente non plus. Elle avoue qu'elle est amoureuse de Junta, et honnêtement, elle s'est échappée ici avec l'intention de demander à Junta de fuir avec elle et de commencer une nouvelle vie, mais elle sait qu'il n'accepterait jamais cela. Junta a prêté serment de protéger ce village et s'est entraînée pendant des années pour devenir assez fort pour le défendre, et Shirayuki a prêté le même serment quand elle est devenue la prêtresse du village, donc s'ils fuyaient maintenant, ce serait une insulte à tout ce pour quoi ils ont travaillé. Plus de temps passe, et Junta est de nouveau convoqué à une réunion où on l'informe de l'observation d'un démon dans la forêt. Il a pour mission de tuer le démon, donc il se prépare à partir immédiatement. Cependant, avant son départ, Kiyomasa l'arrête. Il sait que Junta a dû entendre la nouvelle concernant le mariage de Shirayuki avec lui, donc il ne comprend pas pourquoi Junta agit comme s'il n'était pas contrarié. Junta lui dit qu'il n'y a pas de quoi être contrarié car les seules choses qui comptent pour lui sont la sécurité de sa prêtresse et celle du village. Le plus fou, c'est que Kiyomasa n'essaie même pas de se vanter d'épouser Shirayuki. Il sait que Junta est amoureux de Shirayuki, et qu'elle est amoureuse de Junta, donc cela lui semble injuste de l'épouser. Mais Junta a déjà pris sa décision, donc il quitte le village pour accomplir sa mission. Une fois dans la forêt, Junta est soudainement attaqué par le démon massif. Avant que le combat ne commence, il demande au démon s'il est seul car le rapport mentionnait 2 démons ici, et le démon massif explique que son partenaire avait des affaires à régler dans le village. Cela ne semble pas bon, mais Junta va d'abord devoir s'occuper de ce type avant de retourner au village pour affronter le 2e démon. Il fonce en avant et, d'un coup puissant, parvient à trancher l'un des bras du démon, mais celui-ci continue d'attaquer, donc Junta est obligé de reculer. Le démon ramasse sa main tranchée et n'est même pas contrarié de l'avoir perdue, il est simplement impressionné que Junta ait été assez habile pour la couper. Pendant ce temps, dans le village, Suzu est confrontée au démon Badi, et elle est terrifiée. Le démon dit à Suzu qu'elle n'a pas besoin d'avoir si peur car Suzu est un démon comme elle, mais Suzu refuse de le croire. Le démon regarde Suzu et réalise que son amour pour Junta l'empêche de devenir un démon à part entière, et elle trouve cela oppressant car Junta doit avoir comblé Suzu d'amour et d'affection constant pour en faire une si bonne personne. Suzu aime Junta de tout son cœur, donc entendre le démon faire son éloge la met à l'aise. Maintenant que Suzu n'a plus peur d'elle, le démon essaie de la convaincre d'utiliser ses pouvoirs pour l'aider. Elle promet même qu'elle ne fera pas de mal à Suzu, et tout le monde sait que les démons ne peuvent pas mentir, donc elle dit à Suzu qu'elle peut lui faire confiance. Cependant, Suzu rejette son offre car il y a un risque que les démons fassent du mal à Junta. La démone ne peut pas nier cela, donc elle essaie une autre méthode pour convaincre Suzu et lui montre une vision. La vision montre Shirayuki se déshabillant et s'apprêtant à recevoir des backshots dans le sanctuaire, et voir cela rend Suzu malade. Non pas à cause des backshots, mais parce que ce n'était pas Junta qui les lui donnait. Elle demande à la démone si ce qu'elle a vu est réel, et celle-ci explique que son pouvoir lui permet de voir dans le futur. Elle peut aussi partager des visions du futur avec les autres, comme ce que Suzu vient de voir, mais si Suzu ne la croit toujours pas, elle est prête à l'emmener au sanctuaire maintenant pour qu'elle le voie de ses propres yeux. Pendant ce temps, Junta est toujours en train de combattre le démon massif, mais avant que le combat ne continue, il veut savoir pourquoi les démons attaquent les humains en premier lieu. Le démon explique que c'est simplement son but dans la vie. Les démons n'ont pas nécessairement à tuer les humains, mais chaque démon a un but qu'il doit accomplir, et actuellement, le but du démon massif est de retarder Junta. Bulk a le pouvoir d'assimilation, donc il peut acquérir les capacités d'autres démons en les mangeant, ce qui lui permet même de modifier son corps à volonté. Junta ne peut pas se permettre d'hésiter ici, donc il charge en avant pour tenter de tuer Bulk une fois pour toutes. Cependant, il se fait immédiatement arracher le bras, et lorsqu'il essaie de trancher la gorge de Bulk, celui-ci la brise avec ses dents. En toute logique, Junta devrait être un homme mort, mais à la dernière seconde, il tend la main et attrape un morceau de son épée brisée.
Il enfonce ensuite le fragment profondément dans le cœur de Bulk avant que celui-ci ne puisse riposter, donc Jinta sort victorieux. Bulk accepte sa défaite et est même assez heureux car cela signifie qu'il a accompli son but. Il explique que l'autre démon avec lequel il est venu a le pouvoir de préscience, et elle l'a utilisé pour regarder loin dans le futur, 170 ans pour être exact. Et selon sa vision, le plus puissant démon de tous les temps vit ici, c'est pourquoi ils sont venus. Dès que Bulk mentionne un démon vivant dans le village, Jinta réalise qu'il doit parler de Suzu, mais avant qu'il ne puisse réagir, Bulk dit qu'il va offrir un cadeau à Jinta pour le féliciter de sa victoire. Une seconde plus tard, le bras tranché de Bulk attrape la tête de Jinta et commence à le serrer jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Pendant ce temps, dans le sanctuaire, Kiyomasa est sur Shirayuki. Tout ce qu'il a à faire, c'est faire un enfant avec elle, donc il espère en finir une fois pour toutes. Et comme Jinta est en mission, c'est le moment parfait. Sinon, Jinta aurait dû s'asseoir dehors et écouter le son de Shirayuki se faisant « pile driver », et Kiyomasa se sent déjà assez mal à ce sujet. Cependant, avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, la démone déchire les rideaux pour montrer à Suzu ce qui se passe, et elle est absolument dévastée. Au même moment, Jinta se réveille dans la forêt, et pour une raison inexplicable, son bras manquant a été restauré, mais il n'a pas le temps de s'en inquiéter car Suzu pourrait être en danger, donc il commence à courir vers le village. Pendant ce temps, Suzu essaie encore de comprendre ce qu'elle vient de voir. C'était insupportable de voir Jinta amoureux de Shirayuki, mais Suzu était prête à l'accepter si Jinta pouvait être heureux. Elle s'est même empêchée de grandir pour ne pas gêner la relation entre Jinta et Shirayuki, mais maintenant elle découvre que Shirayuki épouse un autre homme. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, donc Suzu craque et perd la raison. Elle est tellement frustrée que Shirayuki trahisse l'amour de Jinta, et après quelques mots suggestifs de la démone, Suzu décide de la tuer. Son pouvoir démoniaque s'éveille soudainement, et toute la pièce est remplie de fumée noire alors que Suzu prend une forme adulte. Kiyomasa prend l'épée légendaire et essaie d'attaquer Suzu, mais la démone l'assomme avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Elle emporte ensuite le corps de Kiyomasa à l'extérieur car elle a quelque chose à faire, laissant Shirayuki seule avec Suzu. Jinta arrive bientôt au sanctuaire, et Shirayuki est encore en vie, donc elle se jette dans ses bras, mais une seconde plus tard, sa tête est tranchée par Suzu. Jinta est paralysée par le choc de ce qui vient de se passer, et un moment plus tard, Suzu apparaît derrière lui, tenant la tête de Shirayuki. Jinta demande à Suzu pourquoi elle a fait une telle chose, donc Suzu commence à expliquer toute l'histoire du mariage de Shirayuki avec un autre homme, mais il était déjà au courant, et même s'il ne l'avait pas été, cela ne lui donne pas le droit de tuer Shirayuki. Jinta réalise que la Suzu à qui il tenait a disparu depuis longtemps, et avec Shirayuki morte, il ne lui reste plus que la haine. Le bras démoniaque commence à s'intégrer au reste de son corps, transformant Jinta, et maintenant il regarde Suzu avec un pur dédain. Elle ne comprend pas pourquoi il a l'air de la haïr autant, alors qu'elle essayait juste de le rendre heureux. Elle en déduit que Jinta va l'abandonner comme tout le monde, donc elle décide de le tuer. Cependant, lorsqu'elle plante son arme dans le ventre de Jinta, elle réalise que cela n'a presque fait aucun dégât, et Jinta lui transperce le corps d'un coup de poing. Suzu parvient à survivre au coup, donc Jinta essaie de l'achever, mais à la dernière seconde, la démone intervient et se sacrifie pour sauver Suzu. Elle dit à Suzu de fuir pendant qu'elle en a encore la possibilité, donc elle commence à s'éloigner, mais avant de partir, Suzu dit à Jinta qu'elle n'a plus rien dans ce monde, donc peu importe combien d'années cela prendra, elle fera en sorte de tout détruire. Et le dernier jour, elle reviendra pour le tuer pour l'avoir trahi. Dans les années 1850, Jinta, maintenant connu sous le nom de Jinya, s'était forgé une excellente réputation en tant que chasseur de démons. Un jour, un homme riche le convoque pour une mission spéciale. L'homme présente Jinya à son assistant, Zenji, et lui dit qu'il peut demander à Zenji tous les détails supplémentaires sur le travail. Il se lève ensuite et quitte la pièce, alors Zenji salue Jinya et lui demande ce qu'il sait déjà. L'homme a déjà parlé à Jinya de sa fille bien-aimée, Natsu, et de son désir que Jinya la protège d'un démon apparu récemment, mais il y a un peu plus que cela. En gros, Jinya va travailler comme garde du corps de Natsu parce que, depuis qu'elle a eu 13 ans, elle dit entendre un démon à l'extérieur de sa chambre. Le démon répète sans cesse des choses comme « Rends-moi ma fille ». Alors Natsu a peur que le démon puisse l'enlever. En parlant de Natsu, elle entre soudainement dans la pièce en furie, cherchant Zenji. Elle remarque Jinya assis là et suppose qu'il doit être le garde du corps que son père a dit qu'il engagerait, mais lorsque Jinya essaie de se présenter, elle l'interrompt. Elle ne veut rien avoir à faire avec lui et lui ordonne de partir immédiatement parce qu'il est visiblement une sorte d'escroc qui prétend être un tueur de démons. Zenji essaie de la convaincre que Jinya est un véritable tueur de démons parce que son père a fait de grands efforts pour le trouver, mais Natsu refuse d'écouter et exige que Zenji expulse Jinya. Plus tard dans la nuit, Natsu est assise sur son lit parce qu'elle a toujours peur que le démon revienne, alors Zenji arrive et s'assoit devant sa porte pour la calmer. Avoir Jinya aurait probablement été mieux,
mais puisque Natsu l'a chassé, Zenji devra faire office de garde du corps à sa place. Il ne sait pas à quel point il serait utile dans un combat contre un démon, mais si cela peut la rassurer, il promet de monter la garde jusqu'au matin pour qu'elle puisse dormir. Natsu est contente que Zenji accepte de la protéger, mais il doute toujours qu'un démon apparaisse. Natsu est déçu d'entendre que Zenji ne la croit pas pleinement, tout comme son père, car pourquoi aurait-il engagé un samouraï douteux pour tuer un démon ? Zenji ne peut pas être sûr que le père de Natsu croit en l'existence des démons, mais il peut garantir que son père prend cela au sérieux. Il se soucie du bien-être de Natsu de tout son cœur, même si elle n'est pas biologiquement liée à lui. Juste à ce moment-là, Natsu entend à nouveau la voix du démon, et cela lui glace le sang. Elle supplie Enji de l'aider, mais il est aussi effrayé qu'elle une fois qu'il voit le démon. Il dit à Natsu de rester dans sa chambre pendant qu'il s'en occupe, mais il n'a aucune idée de comment il va le vaincre. Juste avant que le démon ne puisse attraper Enji, son bras est soudainement coupé par Jinya. Jinya demande d'abord au démon de s'identifier, mais comme il ne répond pas, il décide de le couper en deux d'un seul coup d'épée. Le démon tombe au sol et se désintègre en fumée noire, alors Zenji et Natsu sont en sécurité, pour l'instant. Natsu reconnaît Jinya comme le samouraï qu'elle a expulsé plus tôt dans la journée, alors il se retourne et lui demande si elle pense toujours qu'il est un escroc. Natsu lui demande si le démon est mort, mais le tuer ne sera pas si simple. D'après l'expérience de Jinya, les démons ne sont vraiment morts que lorsqu'ils se transforment en brume blanche, donc comme celui-ci est devenu une brume noire, il reviendra certainement. Le lendemain matin, Zenji remercie officiellement Jinya de les avoir sauvés la nuit dernière, et comme le démon va revenir, il lui demande de rester une nuit de plus. Jinya dit qu'il serait heureux d'aider, mais il a quelques questions à poser sur Natsu. Il est curieux depuis qu'il a entendu le démon dire « Rends-moi ma fille », alors il veut savoir s'il y a une histoire derrière cela. Zenji explique que les vrais parents de Natsu font partie de la famille élargie du patron, mais ils sont morts il y a quelque temps, alors le patron a recueilli Natsu et l'a élevée comme sa propre fille. Et au cas où Jinya s'inquiéterait, Zenji l'assure qu'il n'y a aucun moyen que Natsu soit une enfant démon parce que, si c'était le cas, le patron n'aurait même pas envisagé de l'adopter. La femme du patron a été tuée par des démons, et après cela, son fils s'est enfui et n'a plus été revu depuis. Le patron blâme la perte de sa famille sur les démons, alors il les déteste de tout son être. Plus tard dans la soirée, Natsu dîne avec son père, et il lui demande si tout se passe bien avec son nouveau garde du corps. Au début, elle était un peu sceptique envers Jinya, mais après l'avoir vu en action, elle est sûre qu'il est authentique. Bien que Natsu soit curieuse de savoir pourquoi son père a choisi d'engager Jinya spécifiquement, il lui dit qu'il y a des rumeurs de démons rôdant autour d'Ada récemment, mais en même temps, il y a aussi des rumeurs sur un homme capable de tuer n'importe quel démon d'un seul coup, à condition d'être payé. Le père de Natsu a vérifié ces rumeurs personnellement, alors il savait qu'il n'y aurait personne de mieux à engager comme garde du corps pour Natsu. Natsu est heureuse d'apprendre que son père la prenait vraiment au sérieux lorsqu'elle lui a parlé du démon, car son amour est tout ce qui compte pour elle. Natsu a été très heureuse depuis qu'il l'a adoptée, mais en même temps, elle a été constamment tourmentée par les méchants commérages que les gens font sur elle. Plus tard dans la nuit, Zenji et Jinya sont assis devant la chambre de Natsu comme prévu quand, soudain, elle sort et demande à Jinya de lui dire son nom parce qu'elle ne l'a pas laissé se présenter auparavant. Le père de Natsu semble avoir une haute opinion de lui, alors elle a décidé de lui faire confiance aussi. Jinya peut voir que Natsu est très attaché à son père adoptif, Juzu, mais c'est normal parce qu'il a recueilli et lui a offert un foyer, alors elle lui est très reconnaissante. Pendant qu'il parle de cela, Jinya lui demande des rumeurs qu'il a entendues concernant le fils perdu de Juzu, mais dès qu'il aborde le sujet, Natsu crie qu'elle ne sait rien à ce sujet. C'est clairement un sujet sensible pour elle, alors Jinya décide de laisser tomber pour ne pas la contrarier. Natsu demande ensuite à Jinya s'il est possible pour un humain et un démon d'avoir un enfant ensemble, et Jinya répond que oui, alors Natsu commence à penser qu'elle pourrait vraiment être la fille de ce démon qui l'attaque sans cesse, mais Jinya l'assure qu'elle n'a aucun lien avec ce démon. Natsu demande à Jinya comment il peut en être si sûr, alors il explique qu'il a un peu d'histoire avec ce démon, alors il sait qu'il ne peut pas être la mère de Natsu. Il y a plusieurs façons dont un démon peut naître dans ce monde. Il peut venir de deux parents démons, d'un démon et d'un humain, ou, dans des cas plus rares, un démon peut apparaître de rien. Les démons comme celui-ci proviennent de l'essence d'émotions fortes, surtout négatives, et lorsque ces sentiments négatifs s'accumulent chez les gens, ils peuvent parfois prendre la forme d'un démon, comme celui-ci. Natsu commence à paniquer après avoir revu le démon, alors Jinya s'approche calmement de lui et lui demande de déclarer son nom. Le démon ne semble pas assez intelligent pour comprendre ce que Jinya dit. Alors qu'il se jette sur lui, Jinya le gifle et le plaque au sol. Zenji presse Jinya de se dépêcher et de tuer le démon, mais Jinya répond que s'il le fait, il reviendra sans cesse. Natsu demande pourquoi, alors Jinya explique que ce sont ses émotions qui ont donné naissance à ce démon. Le démon est apparu en réponse à la croyance de Natsu que faire du grabuge ferait que son père porterait son attention sur elle. Natsu refuse d'abord de le croire,
mais tout ce que dit Gigna a parfaitement sens. Elle voulait quelque chose qui ferait que son père la traiterait comme une vraie fille, et soudain, un monstre est apparu pour que cela se produise. Gigna lui dit que la seule façon pour que ce démon disparaisse est qu'elle reprenne le contrôle de ses sentiments, mais Natsu ne sait pas comment faire. Gigna lui dit qu'elle doit juste accepter ce qu'elle ressent et lui demander sincèrement de tuer le démon. Natsu réfléchit un moment et réalise que tout ce qu'elle voulait était d'être aimée par Juzu comme sa fille, mais elle ne pensait pas qu'il se souciait d'elle de cette façon. C'est pourquoi elle a fini par croire que si elle était attaquée par un démon, peut-être qu'il l'aimerait davantage, et maintenant ses émotions laides se sont manifestées devant elle, alors, d'une certaine manière, ce démon est elle. Cependant, Enji lui dit de ne pas penser comme ça. Ce démon est peut-être né de ses sentiments, mais ce n'est pas ce qui importe maintenant. Zenji sait que Juzu aime Natsu plus que tout au monde, et Natsu l'aime tout autant, mais aucun des deux n'est bon pour l'exprimer. Elle devra commencer à exprimer ses sentiments plus honnêtement à partir de maintenant, mais Enji jure qu'il sera à ses côtés pour l'aider. Cela donne à Natsu la confiance nécessaire pour enfin laisser partir le doute et la haine de soi qui ont engendré le démon, alors elle dit à Gigna de le tuer une fois pour toutes. Et dès que Gigna entend ces mots, il sort son épée et tranche le démon en deux. Cette fois, le corps du démon se dissout en brume blanche, alors Gigna est certain qu'il ne reviendra plus. Cependant, plus tard dans la nuit, après que Natsu soit retourné se coucher, le corps du démon commence à se reformer. Gigna s'attendait à ce que quelque chose comme cela arrive parce que, si le démon était vraiment formé uniquement des émotions négatives de Natsu, alors il aurait cessé d'exister dès qu'elle a décidé de les laisser partir. Cela signifie que les émotions de quelqu'un d'autre étaient mélangées dans ce démon, et autant que Gigna sache, il n'y a qu'une seule autre personne dans cette région qui avait le potentiel d'être un démon, et c'était la femme décédée de Juzu. Avec les émotions négatives de Natsu disparues, le démon a du mal à maintenir sa forme, mais la fille qu'il appelle sans cesse n'est pas Natsu, c'est Suzu. Cela signifie que Gigna est le fils disparu de Juzu, et ce démon est sa mère et celle de Suzu. Pour être tout à fait honnête, Gigna n'a pas de souvenir clair de ce à quoi ressemblait sa mère de son vivant, mais il est triste que les choses aient fini ainsi, et tout ce qu'il peut faire maintenant est de mettre fin à la souffrance de sa mère pour qu'elle puisse enfin reposer en paix. Le lendemain matin, Gigna s'apprête à partir, alors Zenji et Natsu viennent le remercier encore une fois pour toute son aide. Gigna leur dit qu'il n'y a pas besoin de le remercier parce qu'il a déjà reçu sa récompense, et de toute façon, c'est sa façon de se racheter. Natsu ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors Gigna explique que vieillir lui a permis de réfléchir à ses actions passées. Bien qu'il croyait bien faire en fuyant avec Suzu à l'époque, il n'a jamais pris le temps de considérer comment ses actions affecteraient son père, ou le monde d'ailleurs. Natsu ne comprend toujours pas de quoi il parle, alors Gigna lui dit simplement d'apprécier la gentillesse que son père lui montre. Il commence ensuite à partir, et quelques instants plus tard, Juzu sort. Zenji demande pourquoi Juzu n'est pas venu remercier Gigna aussi, mais il n'en a pas vu la nécessité parce qu'il savait dès l'arrivée de Gigna qu'il serait capable de faire le travail. Zenji se demande pourquoi Juzu aurait autant confiance en un tueur de démons aléatoire, mais Juzu dit qu'il est tout à fait normal pour un parent d'avoir confiance en son enfant. Les autres n'ont toujours pas compris que Gigna est le fils de Juzu, et Juzu n'a pas l'intention de leur expliquer, alors il dit à Zenji de retourner travailler, sinon il sera rétrogradé. Zenji ne veut pas ça, alors il part faire son travail, et Juzu s'en va aussi, mais avant de partir, Natsu a quelque chose à dire. Elle lui demande s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour aider, mais Juzu est curieux de savoir pourquoi elle demande ça. Elle explique que Gigna lui a dit qu'elle devrait rendre la gentillesse à Juzu, et Juzu est heureux de savoir que Gigna le considère toujours comme une bonne personne. Mais il dit à Natsu qu'elle n'a pas à s'inquiéter de le rembourser parce que la meilleure façon pour un enfant de rendre son parent heureux est de vivre une vie longue et heureuse. Gigna poursuit son voyage, et après avoir voyagé pendant un certain temps, il se retrouve dans un nouveau village et se rend au magasin Soba pour déjeuner. Le propriétaire lui prépare son repas et le remet à sa fille, Ofu, pour qu'elle l'apporte à la table de Gigna. Elle est encore novice dans ce domaine et s'est donc entraînée à ne pas renverser la nourriture. Son père est fier qu'elle n'ait pas fait de dégâts cette fois-ci, mais en parlant de dégâts, son père mentionne qu'il y a eu une série de meurtres récemment. La rumeur dit qu'il y a un tueur en série en ville, mais l'empereur refuse de se bouger les fesses et de faire quelque chose. Gigna l'avertit de faire attention à ce qu'il dit, car les gens peuvent être exécutés pour avoir insulté l'empereur de la sorte. Mais Gigna n'est pas du genre à moucharder, et il se trouve qu'il aime beaucoup cette boutique, alors il ne veut pas la voir détruite. Pendant qu'ils en parlent, l'homme demande à Gigna pourquoi il vient toujours dans cette boutique. Ofu dit à son père d'arrêter de déranger Gigna pendant qu'il mange, sinon il risque de ne plus revenir, mais c'est le 5e jour consécutif que Gigna s'arrête ici pour manger, c'est donc presque un habitué. Une fois que Gigna a fini de manger, il paie son père pour le repas, mais avant qu'il ne parte, son père lui demande pourquoi il a autant d'argent sur lui. Il n'accuse pas Gigna de quoi que ce soit, mais les Hernains sont généralement fauchés, et il se demande donc où Gigna trouve son argent.
Jinya explique qu'il travaille comme chasseur de démons, et que son père ne croit pas vraiment à l'existence des démons, mais il a entendu des rumeurs troublantes ces derniers temps. Les gens pensent que le tueur en série pourrait bien être un démon, car toutes les victimes retrouvées avaient le corps terriblement mutilé, et plusieurs autres personnes ont tout simplement disparu sans laisser de traces. Jinya demande donc à son père où le tueur a été vu pour la dernière fois, afin qu'il aille voir ce qui se passe. Toutes ces histoires de démons et de tueurs en série inquiètent Ofu. Avant de partir, Jinya lui fait promettre d'être prudent. Plus tard dans la nuit, Jinya se rend sur le pont où le tueur a été repéré pour la dernière fois, espérant le tuer, mais après plusieurs heures d'attente, rien ne se passe. Il est sur le point d'abandonner la soirée et de rentrer chez lui, mais à ce moment-là, il entend le bruit d'une fille qui crie à l'aide, alors il se précipite pour aller l'aider, mais le temps qu'il arrive, tout ce qu'il trouve, c'est un tas de cadavres mutilés. Cependant, tous les cadavres sont des hommes, donc le tueur a dû enlever la femme. Alors que Jinya essaie toujours de comprendre ce qui se passe, il sent soudain quelque chose venir vers lui, il esquive instinctivement et parvient de justesse à éviter un coup d'épée. Son agresseur semble invisible, Jinya n'arrive pas à le suivre et se fait taillader dans le dos. Il est certain que l'attaquant doit être un démon, et comme il n'y a personne pour le voir, il n'a plus besoin de cacher son bras démoniaque. Le démon invisible fonce et tente de frapper Jinya à nouveau, mais le corps de Jinya est trop dur maintenant, et l'épée se brise au contact. Maintenant qu'il ne se retient plus, il est prêt à tuer le démon slasher une fois pour toutes, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le démon jette ses bras en l'air et dit qu'il ne veut plus se battre. Il s'appelle Mozuki et dit que s'il a attaqué Jinya, c'est parce qu'il voulait lui aussi traquer le slasher. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles le slasher était un démon, et il lui est arrivé de sentir un démon à proximité, il a donc naturellement supposé qu'il s'agissait du slasher, et quand il est arrivé ici, Jinya était la seule personne qui l'ait vu. Si ce qu'il dit est vrai, Jinya demande pourquoi un démon traquerait un tueur en série, mais c'est une longue histoire, alors Mozuki suggère qu'ils aillent dans un endroit plus privé avant que quelqu'un ne les aperçoive. Mozuki conduit Jinya chez lui, et une fois qu'ils se sont assis, il explique qu'à mesure que les démons vieillissent, certains choisissent de se fondre dans la masse des humains et de vivre en paix dans la société. Les démons sont incapables de mentir, mais tant que personne ne lui demande directement s'il est un démon, il peut garder son secret. Mozuki est un démon supérieur qui a vécu plus de 100 ans, ce qui lui a permis de manifester sa capacité à devenir invisible. Les gens supposent généralement que les démons supérieurs sont forts, mais dans le cas de Mozuki, il est encore plus faible et plus lent qu'un démon ordinaire. Jinya sait que Mozuki n'est pas le tueur, mais il est curieux de savoir pourquoi il tient tant à éliminer le vrai tueur. Mozuki explique qu'il a une rancune personnelle. Le slasher tue les victimes masculines sur le champ, mais les victimes féminines sont toujours kidnappées, et Mozuki le sait pertinemment car sa femme était l'une des victimes. Elle s'appelait Atsu et l'a toujours traité avec gentillesse, bien qu'elle sache qu'il était un démon, mais il y a environ un mois, elle a disparu sans laisser de traces. 10 jours plus tard, son corps a été retrouvé près de la rivière, et d'après le rapport qui a été fait, elle semblait avoir été horriblement torturée avant de mourir. Mozuki refuse de laisser une telle injustice impunie, car Atsu ne méritait pas de subir une mort aussi horrible. Mozuki n'aime pas particulièrement les humains, mais il aimait sincèrement sa femme plus que tout, et il n'a donc que de la haine pour le slasher qui l'a tué. Il veut venger sa femme par lui-même, et demande donc à Jinya de lui laisser la chasse au slasher, mais Jinya n'est pas d'accord, la chasse aux démons est son but dans la vie, il ne peut donc pas simplement ignorer celle-ci. Mozuki comprend son point de vue et propose de travailler avec Jinya pour qu'ils puissent tous deux traquer le slasher, mais il demande à Jinya de le laisser tuer le slasher le moment venu. Jinya est d'accord avec cet arrangement, mais il demande à Mozuki s'il est sûr que la vengeance est ce qu'il veut. Lorsqu'ils trouveront le tueur, Mozuki devra porter le fardeau de tuer une personne, et il n'est peut-être pas prêt pour cela. Cependant, Mozuki sait très bien ce que cela signifie de tuer une personne, et il est sûr de vouloir le faire. Comme ils se sont mis d'accord, ils passent les nuits suivantes à parcourir la ville et à demander aux gens s'ils ont vu quelque chose d'étrange se produire ces derniers temps. Malheureusement, même après plusieurs nuits de recherche, ils n'ont pas réussi à trouver de bonnes pistes, si bien qu'ils en sont toujours à la case départ. Ils décident de faire une pause pour la nuit et de retourner chez Mozuki pour boire un verre. Pendant qu'ils savourent l'alcool, ils commencent à parler et Mozuki demande à Jinya pourquoi il choisit de chasser les démons alors qu'il en est un lui-même. Jinya a 2 raisons principales de chasser les démons. D'une part, cela lui permet de gagner pas mal d'argent, et il n'a donc jamais à se soucier d'avoir de l'argent liquide. Il y a beaucoup de gens qui détestent les démons, alors il leur fait payer une somme raisonnable en échange de la mise à mort de leurs démons. Il demande à Mozuki si l'idée de tuer des démons pour le profit le dérange, mais Mozuki ne se soucie pas vraiment de ce qui arrive aux autres démons, et d'ailleurs, il n'a pas le droit de critiquer la façon dont Jinya gagne son argent alors qu'il boit allègrement l'alcool que Jinya a acheté avec cet argent. Mozuki se souvient qu'il a parlé d'une deuxième raison, alors il interroge, car il doit y avoir autre chose que l'argent dans ce métier de tueur de démons. Jinya explique qu'il tue aussi des démons parce qu'il veut accumuler de la puissance en vue d'une future bataille.
Il s'est donné pour mission d'arrêter un certain démon, et il aura besoin de toute la force possible pour y parvenir. Mosuk trouve étrange que Jinya ait utilisé le mot « arrêter » au lieu de « tuer » en parlant de ce démon, et il sait qu'il doit y avoir une histoire. Depuis qu'il a vu ce démon tuer la femme qu'il aimait, tuer des démons lui semble tout à fait naturel, mais lorsqu'il pense à affronter Suzu, il n'a pas encore décidé s'il veut vraiment la tuer ou non. Quoi qu'il en soit, il devra devenir plus fort s'il veut l'affronter à l'avenir, mais après cela, il n'est pas sûr de ce qu'il va faire. Jinya demande à Mosuk ce qu'il compte faire après avoir vengé la mort de sa femme, mais Mosuk n'a pas vraiment de projet en tête. S'il s'est déguisé en humain, c'est en partie parce qu'il déteste la violence. Il ne veut pas être traqué par les humains, ni avoir à combattre d'autres démons, et son objectif a toujours été de mener une vie tranquille dans ce village. Son but a toujours été de mener une vie tranquille dans ce village. Il aimerait juste pouvoir vivre sa vie tranquille avec sa femme à ses côtés. Cela dit, une fois qu'il l'aura vengé, il compte reprendre sa vie d'humain normal, tout en gardant sa mémoire vivante. Le lendemain, Jinya retourne à la boutique de soba et commande son repas habituel. Pendant qu'il est assis, Ofu lui demande si sa chasse au tueur s'est bien déroulée, mais il n'a pas encore eu beaucoup de chance, et c'est vraiment dommage, car une jolie serveuse comme Ofu ne devrait pas avoir à s'inquiéter de la présence d'un tueur dans le voisinage. Ofu s'énerve après avoir entendu Jinya dire qu'elle est jolie, et son père saute sur l'occasion pour être le coéquipier de sa fille. Il demande à Jinya s'il a pris goût à Ofu, mais celle-ci est très gênée et demande à son père d'arrêter. Il lui dit qu'il essaie simplement de l'aider puisqu'elle n'a jamais eu de vraie relation, mais que même si c'est vrai, elle est parfaitement capable de trouver un partenaire pour elle-même, et qu'en attendant, elle veut juste rester aux côtés de son père. Elle s'excuse auprès de Jinya pour l'attitude de son père, mais Jinya dit que cela ne le dérange pas car il sait que son père est un homme bon qui essaie juste de faire ce qu'il y a de mieux pour sa fille. Ofu est d'accord et dit qu'elle aime beaucoup son père, mais d'après le regard de Jinya, elle a l'impression qu'il n'a pas la meilleure relation avec son propre père. Ofu s'excuse si sa question l'a mis mal à l'aise, mais Jinya lui répond que ce n'est pas grave et commence à raconter l'histoire de son enfance. Il explique qu'il a une petite sœur et que, lorsqu'ils étaient plus jeunes, son père ne l'a jamais bien traitée. Il la battait constamment et disait qu'elle n'appartenait pas à la famille. Un jour, Jinya a pris Suzu et s'est enfui. Ofu demande à Jinya s'il déteste son père pour ce qui s'est passé, mais ce n'est pas le cas. En fait, il comprend pourquoi son père a réagi de la sorte, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis, mais il ne peut pas changer le passé. Plus tard dans la nuit, Jinya et Mosuk effectuent leur patrouille habituelle, et une fois de plus, ils ne trouvent aucune trace du tueur. Il semblerait que le tueur se soit caché depuis qu'ils ont commencé à le chercher, mais le bon côté des choses, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelles victimes ces derniers temps. Cela dit, ils ne trouveront rien ce soir, et Mosuk suggère donc de s'arrêter là, mais à ce moment-là, il remarque quelqu'un de l'autre côté du pont. Il s'agit d'Ofu, et peu importe ce qu'elle fait, il est dangereux pour elle d'être seule à l'extérieur à cette heure de la nuit, surtout avec un tueur en liberté, alors Jinya va lui parler. Ofu est surpris de voir Jinya ici, alors elle lui demande s'il est seul. Jinya lui répond qu'il est en fait avec un ami, mais quand il se retourne, Mosuk est introuvable, il est devenu invisible pour que Jinya et Ofu puissent parler seuls, et il lui rappelle de s'assurer qu'il raccompagne Ofu chez elle parce qu'il n'est pas sûr qu'elle soit dehors toute seule. Jinya demande à Ofu ce qu'elle fait ici à cette heure de la nuit, et elle lui explique qu'elle admire les fleurs de saule des neiges. Il doit son nom au fait qu'il ressemble à de la neige sur ses branches, mais il fait en fait partie de la famille des fleurs de cerisier. Jinya pense que cette fleur est pitoyable parce qu'elle prétend être un saule alors qu'elle est une fleur de cerisier, ce qui fait qu'elle n'a pas de véritable identité. Mais Ofu ne voit pas les choses de la même façon. Que l'on pense qu'il s'agit d'un saule ou d'une fleur de cerisier, la fleur fleurit toujours au printemps, et sa beauté reste la même. Jinya comprend ce qu'elle veut dire, et il trouve amusant qu'une fleur puisse avoir plus de contrôle sur sa vie que lui. Ils en rient tous les deux, mais comme il est encore tard, Jinya lui propose de la raccompagner chez elle, ce qu'Ofu accepte volontiers. En rentrant chez lui, Ofu dit à Jinya qu'il devrait essayer de se détendre plus souvent, car il semble vraiment stressé. Il pense qu'elle a raison, car il a vécu sa vie dans le seul but d'atteindre un objectif unique, et il ne se repose pas souvent. Ofu n'a aucune idée de ce qu'est l'objectif important de Jinya, et elle n'a pas l'intention de s'immiscer dans ses affaires personnelles, mais vivre toute sa vie dans un seul but lui semble terriblement fatigant. Jinya admet que c'est le cas, mais il n'a rien d'autre à vivre, et il choisit donc de continuer comme il est. En marchant, Ofu remarque par hasard des fleurs qui poussent près d'un mur, et s'arrête pour les regarder. Elle demande à Jinya s'il sait ce que c'est, mais comme il n'est pas très botaniste, il répond qu'il n'en a aucune idée. Ofu lui explique qu'il s'agit de jonquilles d'hiver, qui passent l'hiver et fleurissent au printemps. Ofu remarque alors une autre touffe de fleurs à proximité, et Jinya sait en réalité ce que c'est, ce sont des mourons des oiseaux, et il le sait parce que dans le village où il a grandi, c'était un remède populaire contre les maux d'estomac.
Une amie d'enfance à lui en prenait tout le temps parce qu'elle avait l'habitude de manger des sucreries jusqu'à avoir mal au ventre, alors Ginia devait toujours s'assurer qu'elle reçoive le médicament. Ophu trouve l'histoire amusante, et le fait que Ginia puisse penser à un souvenir aussi tendre est la preuve qu'il y a plus dans sa vie qu'un seul but unique. Ginia et Ophu arrivent finalement chez elle, alors elle le remercie de l'avoir accompagnée et commence à rentrer. Mais avant qu'elle ne parte, Ginia lui demande si elle pourrait lui apprendre davantage sur les fleurs un jour, de préférence pas la nuit, cependant. Après cela, Ginia retourne à son poste de garde au cas où le slasher se montrerait, et ce soir-là, il monte la garde près du pont. À un moment donné, un homme ivre passe avec une fille qui le suit. Alors que la fille passe devant Ginia, elle est fascinée par sa beauté, mais son bonheur ne dure pas longtemps, car quelques secondes plus tard, l'homme ivre devant elle se fait déchiqueter le corps. Ginia passe immédiatement à l'action et prépare son épée pour affronter le démon, mais comme la fille est là, il ne peut pas utiliser ses pouvoirs démoniaques. Il fait de son mieux pour tuer le démon, mais sa peau est trop dure pour que ses coups infligent des dégâts, alors tout ce qu'il peut faire pour l'instant est de tenir le slasher à distance de la fille. Malheureusement, le slasher parvient à le contourner et poursuit la fille, mais juste au moment où il s'apprête à lui trancher la tête, elle est soudainement tirée hors de danger par Mozuk. Cela donne à Ginia assez de temps pour attaquer à nouveau le démon, mais il ne peut toujours pas entamer sa peau dans son état actuel. Alors il ne peut pas faire grand-chose, et finalement, le démon parvient à trouver une ouverture et saute dans le ciel pour s'échapper avant que Ginia ne puisse le tuer. Il s'excuse auprès de Mozuk d'avoir laissé le démon s'échapper, mais Mozuk lui dit que ce n'est pas sa faute car il n'aurait pas pu savoir que le démon serait aussi coriace. Quoi qu'il en soit, Mozuk dit qu'il va essayer de le suivre dans l'espoir de trouver son repère. Alors en attendant, il demande à Ginia de s'occuper de la fille qu'il a sauvée. Alors que Mozuk s'en va, Ginia se tourne vers la fille, et ils se regardent pendant un instant jusqu'à ce qu'elle lui demande de l'aider à se relever. Elle demande à Ginia s'il se souvient d'elle, mais il n'a aucune idée de qui elle est, et la fille est vraiment déçue. Elle lui dit qu'elle est Natsu, la fille pour laquelle il a tué un démon il y a 3 ans, et maintenant que Ginia l'observe bien, elle lui semble familière, mais elle a beaucoup grandi depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Elle lui dit qu'il est normal que les gens changent au fil des ans, mais étrangement, Ginia a exactement la même apparence qu'il y a 3 ans. Ginia lui demande pourquoi elle est dehors si tard la nuit, alors Natsu explique qu'elle aide son père avec des livraisons pour un client important. Juste à ce moment-là, Zenji arrive en courant pour vérifier si Natsu va bien car il a entendu du bruit, et il est surpris de voir Ginia ici, de tous les endroits. Il demande en plaisantant si Natsu et Ginia ont une liaison nocturne, mais Ginia explique calmement que Natsu a failli être tué par le slasher, alors il a sauvé, bien que l'homme ivre n'ait pas eu cette chance. Dès que Zenji voit le corps mort par terre, il panique et dit qu'ils doivent appeler les responsables du village immédiatement, mais Natsu ne pense pas que cela servirait à grand-chose puisque la police ne pourrait jamais s'occuper d'un démon. Zenji est surpris d'entendre qu'un démon est responsable de cela, car il pensait que le démon qui s'en prenait à Natsu avait disparu, mais Ginia explique qu'il s'agit d'un autre démon qu'il traque depuis plusieurs jours, et le fait qu'il ait attaqué Natsu n'est qu'une coïncidence. Zenji ne veut vraiment pas s'impliquer dans d'autres problèmes de démons, mais il est déjà trop tard pour ça, alors Ginia lui dit que si lui ou Natsu ont besoin d'aide contre un démon, ils peuvent le trouver à l'échoppe de Soba à Fukuboa. Mais pour l'instant, Ginia doit continuer à chercher le slasher, alors il s'éloigne. Avant de partir, Zenji a quelque chose à lui dire. Si Ginia prévoit de chercher le démon, il pourrait avoir de la chance s'il se rend à Teramashi. Il y a un vieux temple là-bas, mais son prêtre est mort depuis longtemps, alors le bâtiment a été abandonné. Cependant, récemment, les gens ont entendu beaucoup de voix féminines en provenir chaque nuit, alors il y a des rumeurs selon lesquelles un démon pourrait s'y trouver. Pendant ce temps, Mozuk a essayé de suivre la piste du démon, mais il le perd de vue et ne sait pas par où commencer à chercher. Juste à ce moment-là, il entend une femme crier, et lorsqu'il lève les yeux, il aperçoit le démon avec ladite femme dans sa bouche. La vue lui rappelle le jour où il a trouvé le cadavre de sa femme près de la rivière, et il ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas vengé ce que cette bête lui a fait. Il poursuit le démon et finit par arriver à la porte d'un vieux temple. Il ne sait pas dans quoi il s'aventure, alors il devient invisible et traverse prudemment la porte. À l'intérieur du temple, il repère le démon et la femme qu'il a kidnappé plus tôt, alors il charge et tente de le poignarder avec sa lame, mais étant donné que toute sa puissance repose sur la discrétion, charger imprudemment était une erreur stupide, car le démon l'a entendu arriver et a tranché Mozuk au niveau du ventre. Il se détourne ensuite pour retourner manger, pendant que Mozuk saigne sur le sol. Mozuk ne peut pas croire qu'il ait laissé une telle chose arriver, car maintenant il va mourir sans avoir pu exercer sa vengeance. Il regarde impuissant le démon finir le corps de la femme, et une fois terminé, il passe simplement devant Mozuk car cela ne vaut pas la peine de l'achever. Peu après, Ginia arrive au temple et est choqué de trouver Mozuk blessé par terre. Il se précipite à ses côtés, et Mozuk s'excuse de s'être laissé faire. Il dit à Ginia qu'il a trouvé le slasher ici alors qu'il mangeait une femme, mais il n'a pas réussi à le tuer, et il ne semble pas qu'il survivra pour réessayer. Alors,
Avant de rendre son dernier souffle, il demande à Jinya de prendre son épée et de l'utiliser pour tuer ce démon en son nom. Cette lame a été forgée dans un endroit appelé Kadono, et elle est censée être très efficace contre les démons, alors elle devrait aider à trancher la peau de cette chose. Jinya accepte de le venger, lui et sa femme, mais en échange, il dit qu'il aimerait avoir la permission d'utiliser le pouvoir de Mozuki pour le combat. Mozuki finit par mourir, alors Jinya utilise son bras démoniaque pour commencer à absorber son pouvoir. Alors qu'il le fait, il entrevoit la vie que Mozuki a menée, comment il a fui les autres démons supérieurs, comment il a fini dans ce village, et comment lui et sa femme se sont rencontrés pour la première fois. Ce n'était qu'une rencontre fortuite, Mozuki l'avait bousculé en sortant de chez lui, mais avec le temps, ils se sont rapprochés. Mozuki ne voulait pas construire leur relation sur un mensonge, alors un jour, il lui a dit la vérité sur son identité. Il s'attendait à ce que Atsu s'enfuit de peur une fois qu'elle a réalisé qu'il lui avait dit qu'il était un démon, mais elle a simplement regardé avec un air perplexe et a demandé pourquoi elle devrait s'en soucier, car qu'il soit un démon ou un humain, rien ne pourrait l'empêcher de l'aimer. Alors que le flashback se termine, le corps de Mozuki se vaporise en une brume blanche, et Jinya jure d'accomplir sa dernière requête. Quelques heures plus tard, le slasher retourne au temple avec une autre femme, et pendant qu'il la mange, il repense aux événements qui ont conduit à ce moment. Le démon ne sait pas comment il est né, mais dès le moment où il s'est réveillé dans ce corps démoniaque, il savait que sa mission dans la vie était de tuer autant d'hommes que possible, alors c'est ce qu'il a fait. Le démon a accompli son but sans réfléchir, mais en même temps, il avait l'impression qu'il était censé trouver quelqu'un d'important pour pouvoir rentrer chez lui. Cependant, il était bien conscient de sa laideur, alors il a commencé à rechercher la beauté, et la première chose qui lui est venue à l'esprit était de manger autant de belles femmes que possible pour devenir beau lui aussi. Alors que le démon festoie encore sur sa dernière victime, il entend soudain une voix, et avant de comprendre ce qui se passe, l'un de ses bras est tranché. Jinya utilise actuellement le pouvoir de Mozuki pour masquer sa présence, alors le démon ne peut pas du tout le voir. À la place, il essaie d'attaquer en suivant le bruit des pas de Jinya, mais Jinya est trop rapide pour qu'il puisse le suivre. Cela dit, Jinya ne peut pas s'approcher suffisamment pour l'achever sans être touché par l'une des puissantes attaques du démon, alors il désactive l'invisibilité et décide de l'affronter directement avec son bras démoniaque. Avec le regain de force de son bras démoniaque, Jinya parvient facilement à trancher la tête du démon d'un coup net. Sa tête tombe au sol alors qu'elle se tortille dans l'angoisse, mais avant qu'elle ne meure, Jinya a une question à lui poser. Il est clair que le démon tuait toujours les hommes sur place et kidnappait les femmes pour les manger ici, mais si c'est le cas, alors ce démon ne pouvait pas être celui qui a tué Atsu, car son corps n'a pas été mangé. Il demande au démon son nom, et il commence à dire qu'il avait besoin d'un corps pour rentrer chez lui. Jinya ne comprend pas de quoi il parle, alors il ramasse sa tête et dit qu'il va absorber son pouvoir maintenant. Le pouvoir du démon s'appelle Dar, et il confère un boost temporaire de vitesse, alors il sera très utile en combat. Jinya entrevoit alors l'âme du démon, et d'après les visions qu'il voit, il réalise que ce démon est en réalité Atsu. Elle a été attaquée par un groupe d'hommes puis jetée dans la rivière pour mourir, et pendant tout le temps où elle se noyait, elle ne pensait qu'à une chose: revenir chez elle auprès de Mozuki le plus vite possible. Ses émotions, combinées à sa rancœur envers les hommes qui l'ont tuée, ont transformé Atsu en démon, mais malheureusement, son souhait ne pourrait jamais se réaliser. Le lendemain, Jinya quitte sa chambre car il a des affaires à régler, mais pas avant de laisser une offrande en l'honneur de Mozuki et Atsu. Pendant ce temps, à l'échoppe de Soba, le père d'Ofu craint d'avoir effrayé Jinya car il n'est pas revenu depuis qu'il a mentionné que Jinya pourrait épouser Ofu s'il le voulait. Tout d'abord, Ofu lui rappelle qu'elle n'a jamais accepté d'épouser Jinya, et quant à pourquoi il ne vient plus à leur échoppe récemment, elle l'a croisé il y a quelque temps, et il a dit qu'il reviendrait une fois ses affaires terminées. Le père d'Ofu trouve cela étrange, puisque les meurtres du slasher ont cessé, alors cela signifie que Jinya a dû tuer le démon responsable. Mais Ofu lui a parlé, et Jinya a dit qu'il y avait encore d'autres démons à tuer. Plus tard dans la nuit, les deux hommes qui ont tué Atsu pensent à chercher une nouvelle victime maintenant que l'autre slasher a été éliminé. Ils plaisantent sur la façon dont la dernière femme qu'ils ont tuée n'arrêtait pas de crier pour un certain Mozuki jusqu'à son dernier souffle, mais avant qu'ils ne puissent faire un pas de plus, Jinya apparaît de l'ombre et les abat sur place. Et une fois sûr qu'ils sont morts, Jinya s'en va, ayant enfin accompli le souhait de Mozuki de venger Atsu. Une nuit, un homme se dirige vers le magasin de Soba lorsqu'il remarque quelqu'un passer, et pour une raison quelconque, cette personne lui rappelle son frère, alors il finit par le regarder pendant quelques secondes. Pendant qu'il est distrait, Natsu le percute accidentellement, et dès qu'elle voit les épées à sa hanche, elle réalise qu'elle a fait une erreur car cet homme est un samouraï. Offenser un samouraï à cette époque est un bon moyen de se faire décapiter, alors elle commence immédiatement à s'excuser pour ce qui s'est passé. Le samouraï lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'excuser car c'était sa faute de ne pas avoir fait attention à son environnement, mais Natsu est surprise car les samouraïs ne sont généralement pas si compréhensifs.
Le père Dofus sort alors de son magasin et dit à Natsu qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter car Naotsugu est un samouraï bien connu pour sa gentillesse, alors il ne causerait jamais de problème sans raison. Le lendemain matin, l'homme commande un bol de soba et s'assoit. Il a clairement l'air d'avoir quelque chose qui le tracasse, alors Ofu et son père s'approchent et lui demandent ce qui ne va pas. Ils disent à Naotsugu que s'il a quelque chose en tête, il est libre d'en parler avec eux. Il apprécie le geste, alors il leur dit qu'il s'inquiète pour son frère aîné. Le père Dofus n'a aucune idée de ce dont il parle puisque tout le monde sait que Naotsugu est le seul héritier de la famille Mura, donc il est impossible qu'il ait un frère aîné. C'est précisément le problème. Naotsugu est certain d'avoir un frère aîné, mais chaque fois qu'il essaie d'en parler, les gens lui disent qu'il n'a pas de frère. Il se tourne vers Ofu et lui dit que son frère s'appelle Satanaga, mais Ofu n'a jamais entendu parler de quelqu'un portant ce nom. Maintenant, Naotsugu est déçu. C'est comme ça depuis longtemps maintenant. Personne, pas même ses parents, ne se souvient de son frère, et il commence à craindre d'être fou. Ofu et son père voient que Naotsugu a vraiment du mal. Alors ils lui disent qu'ils connaissent un homme qui s'occupe de ce genre de phénomène surnaturel pour gagner sa vie. Naotsugu demande s'il parle d'une sorte de chaman ou d'exorciste, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. L'homme dont il parle est juste un ronin, mais il est prêt à enquêter sur des événements mystérieux, et il est assez fort pour tuer des démons, donc il est vraiment fiable, et par chance, Jinya arrive quelques secondes plus tard. Il leur dit qu'il aimerait commander un bol de soba, alors le père Dofus s'y met tout de suite. Après que Jinya a reçu sa nourriture, le père Dofus lui demande s'il commence à aimer la nourriture ici, mais Jinya lui dit que le soba est toujours fade et sans intérêt, bien qu'il admette que le goût simple est réconfortant, alors il commence à l'apprécier. Après que Jinya a fini de manger, Ofu vient lui servir une tasse de thé. Jinya a récemment pris des leçons de fleurs avec Ofu, alors il peut deviner exactement quelle fleur elle a utilisée pour faire ce thé, et il l'aime beaucoup. Il la complimente également sur ses compétences de service car elle s'est beaucoup améliorée, mais avant qu'autre chose ne soit dit, Naotsugu intervient. Il s'excuse d'interrompre la conversation de Jinya, mais on lui a dit que Jinya est un homme qui enquête sur des événements mystérieux, alors il espère que Jinya pourra l'aider avec le problème auquel il fait face. Malheureusement, Jinya dit qu'il ne peut pas aider car la seule chose qu'il sait faire est de tuer des démons, donc à moins que le problème de Naotsugu n'implique un démon, Jinya ne peut rien faire. Plus tard, Natsu tombe par hasard sur Jinya alors qu'il est dans un magasin de mochi, et elle est surprise de le voir ici car elle ignorait qu'il avait des passe-temps. Elle s'assoit à côté de lui, et sans prévenir, Jinya demande à Natsu si elle et Zenji vont se marier bientôt. Natsu est tellement surprise par la question qu'elle manque de s'étouffer avec son mochi, mais une fois qu'elle se ressaisit, elle demande pourquoi Jinya évoquerait une telle chose, alors il explique qu'il était juste curieux. Natsu a maintenant 16 ans, et pour cette époque, elle est en âge de se marier. Alors il pensait que Juzu voudrait qu'elle épouse quelqu'un de fiable comme Zenji. Natsu comprend le raisonnement de Jinya, mais il n'y a aucun moyen qu'elle épouse Zenji. Ce n'est pas qu'elle ne l'aime pas, mais il est bien plus âgé qu'elle et a toujours été plus un frère pour elle qu'un intérêt amoureux. Pendant qu'ils sont sur le sujet, Natsu demande à Jinya pourquoi il n'a pas encore trouvé de femme, mais il n'y a pas beaucoup de femmes assez folles pour épouser un tueur de démons sans revenu stable. Natsu ne peut pas contredire cela, mais elle dit à Jinya qu'il devra songer à se stabiliser un jour car il ne sera pas jeune éternellement. À ce propos, elle demande à Jinya quel âge il a, et elle s'attendait à ce qu'il ait environ 20 ans, mais à sa surprise, il dit qu'il a 31 ans. Elle se souvient qu'il a dit qu'il était immunisé contre le vieillissement, et elle pensait que c'était une blague à l'époque, mais maintenant elle n'en est plus si sûre. Elle lui demande de lui révéler son secret, mais Jinya ne veut pas révéler qu'il est en partie démon, alors il donne une réponse vague. Il pose ensuite de l'argent sur la table pour payer les mochis et se lève, car il doit aller chasser des démons. Natsu demande à Jinya pourquoi il choisit de chasser des démons alors qu'avec ses compétences à l'épée, il pourrait facilement trouver un travail plus stable. Jinya ne sait honnêtement pas comment répondre à cette question, mais la meilleure réponse qu'il puisse donner est que c'est la seule façon d'accomplir ses objectifs. Natsu est un peu soulagée d'entendre cela car, vu le stoïcisme constant de Jinya, elle craignait qu'il ne se soucie de rien dans la vie, mais maintenant elle sait qu'il est juste un homme normal avec ses propres objectifs et inquiétudes. Quoi qu'il en soit, elle doit retourner à son magasin, alors elle dit au revoir à Jinya et lui rappelle de ne pas trop s'inquiéter. Plus tard dans la soirée, Naotsugu part pour continuer à chercher son frère encore une fois, mais avant de quitter sa maison, sa mère l'arrête car elle commence à s'inquiéter du comportement de Naotsugu. Elle lui a déjà dit plusieurs fois qu'il n'a pas de frère, mais Naotsugu se souvient de Satanaga aussi clairement que le jour, alors il est sûr qu'il existe, et il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne l'aura pas trouvé. La mère de Naotsugu pense qu'il va trop loin car elle a entendu dire qu'il est allé jusqu'au bidonville et au quartier chaud à la recherche d'un frère qui n'existe pas, et cela commence à nuire à la réputation de la famille. Elle lui rappelle qu'en tant qu'héritier de la famille Mura, il doit préserver sa dignité et se concentrer sur ses devoirs, mais il a négligé toutes ses responsabilités depuis qu'il a commencé à chercher son frère. Naotsugu lui dit qu'il se concentrera sur ses devoirs une fois qu'il aura trouvé son frère et sort en courant pour que sa mère ne puisse plus se plaindre.
Alors qu'il court dans la rue, il se souvient d'un souvenir de son frère, et il aimerait vraiment le trouver, mais il ne reste pratiquement aucune trace de lui. C'est alors que Jinya apparaît derrière Naotsugu et lui demande s'il cherche toujours son frère. Naotsugu le reconnaît du magasin de soba, et Jinya lui dit qu'il a finalement décidé d'enquêter sur le problème de Naotsugu. Cependant, il ne peut pas garantir qu'il pourra trouver Satanaga. Maintenant, Naotsugu comprend, et honnêtement, il est juste heureux que quelqu'un accepte de l'aider. Tout d'abord, Jinya a besoin de savoir ce que Satanaga faisait avant sa disparition, alors Naotsugu est sur le point de l'inviter chez lui pour en parler. Mais il se souvient que sa mère est là, et elle n'approuvera pas qu'il engage Jinya pour l'aider à chercher Satanaga, alors ils doivent aller ailleurs. Entre-temps, ils finissent par se retrouver dans le magasin de soba après les heures d'ouverture, et avant de poursuivre la discussion sur le frère de Naotsugu, ce dernier a quelque chose qu'il voulait demander. Il a remarqué que l'épée de Jinya est de haute qualité, alors il demande si Jinya vient d'une famille de samouraïs. Cependant, ce n'est pas le cas. Jinya explique qu'il vivait autrefois dans un village de montagne connu pour ses forgerons, et il y avait un rôle qui lui demandait de manier une épée pour tuer des démons, alors c'est ce qu'il fait. Quant à l'épée sophistiquée, c'était à l'origine une lame sacrée conservée dans le village, mais après un incident tragique, Jinya a eu la permission de l'utiliser pour son voyage. Naotsugu reconnaît les détails sur le fourreau comme étant la marque des forgerons du village de Kadona, et Jinya est impressionné qu'il ait pu deviner autant rien qu'en la regardant. La vérité est que Naotsugu est un peu un fanatique des lames, alors il a passé des heures à étudier toutes sortes d'épées. Il demande à Jinya si son épée a un nom, et on lui dit qu'elle s'appelle Yari, mais quand il demande s'il peut l'essayer, Jinya lui dit froidement non car c'est allé trop loin. Naotsugu réalise son erreur et s'excuse d'avoir dépassé les limites, alors les deux reviennent au sujet. Comme il l'a déjà dit, le frère de Naotsugu a disparu, et peu importe combien Naotsugu le cherche, il ne trouve aucune piste, et étrangement, personne ne se souvient que Satanaga ait jamais existé. Naotsugu tombe occasionnellement sur des gens qui ont des souvenirs vagues de Satanaga, mais chaque fois qu'il essaie de demander plus d'informations, ils oublient immédiatement de qui il parlait. Cela semble être une conversation sérieuse, alors le père Dofu intervient et demande s'il est vraiment approprié de parler de ces choses ici. Jinya lui dit que ce n'est pas grave puisque presque personne ne vient dans ce magasin, et d'après ce que Jinya sait, Ofu et son père sont vraiment inquiets pour Naotsugu, alors ce ne devrait pas être un problème pour eux d'écouter la conversation. Jinya demande à Naotsugu s'il se souvient de quand son frère a disparu pour la première fois, alors il explique que c'est arrivé fin janvier cette année. Et maintenant qu'il y pense, il se souvient avoir entendu son frère dire qu'il allait rencontrer une fille avant le jour de sa disparition, et après, Naotsugu a trouvé des fleurs dans la chambre de Satanaga. Il ne s'y connaît pas beaucoup en fleurs, alors il ne pouvait pas dire de quelles fleurs il s'agissait, mais elles avaient un parfum fort et des pétales blancs. Jinya lui demande quand il a trouvé ces fleurs pour la première fois, alors Naotsugu explique qu'il les a vues dans la chambre de Satanaga, ce qui est étrange car Satanaga n'était pas du genre à apprécier les fleurs. Jinya lui demande s'il a encore ces fleurs avec lui, et heureusement, Naotsugu a pris soin de les conserver comme preuve avant qu'elles ne fanent. C'est une bonne nouvelle, mais maintenant que Jinya sait qu'il y avait des fleurs laissées derrière, il est très inquiet. Alors même si la mère de Naotsugu pourrait ne pas approuver, Jinya va devoir visiter la maison et enquêter en personne. Le lendemain matin, Jinya retourne au magasin de soba, et il est agréablement surpris de voir Natsu là. Le père d'Ofu est surpris de voir à quel point Jinya et Natsu s'entendent bien. Alors il dit à Ofu qu'elle doit se surpasser avant que quelqu'un d'autre ne lui vole Jinya, mais elle n'a aucune idée de ce dont il parle. Juste à ce moment, Jinya demande à Ofu à quel point elle est proche de Naotsugu. Elle lui dit qu'elle et Naotsugu ne sont pas particulièrement proches, mais ils parlent beaucoup chaque fois qu'ils visitent le magasin. Si elle devait le décrire, elle dirait que c'est un gentleman gentil, bien que le père d'Ofu mentionne que Naotsugu pouvait devenir un peu trop excité quand le sujet des épées était abordé. Et en parlant d'épées, le père d'Ofu a quelque chose qu'il veut donner à Jinya. Il sort son koge de samouraï et demande à Jinya de le prendre. Ofu demande à son père comment il en a obtenu un puisque seuls les samouraïs y ont accès, alors il explique qu'il a reçu de Naotsugu en cadeau, mais il aimerait le donner à Jinya. Jinya essaie de refuser car ce n'était pas destiné à lui, mais le père d'Ofu insiste sur le fait qu'un propriétaire de magasin de soba, comme lui n'a pas besoin de garder des équipements de samouraï. Le père d'Ofu semble vraiment vouloir que Jinya l'ait, alors Jinya finit par l'accepter, mais il a encore quelque chose d'important à discuter. Il se tourne vers Ofu et lui demande si des fleurs avec des pétales blancs et des centres jaunes pourraient être des jonquilles, et elle lui dit que c'est possible. Jinya commence à s'inquiéter car si des jonquilles ont vraiment été laissées dans la chambre de Satanaga, les choses viennent de devenir beaucoup plus compliquées. C'était la fin de l'épisode 5. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.